Bonjour, bienvenue dans cette chronique économique mensuelle que je vais animer toute l'année sur Blast. Mon but sera simplement de vous expliquer comment fonctionne l'économie afin que vous compreniez un peu mieux le monde de dingo dans lequel nous vivons tous. Pour cette troisième émission, j'ai choisi de vous parler de la Banque centrale européenne. Ne partez pas, vous allez voir, on va bien s'amuser. On en parle beaucoup en ce moment. Les taux d'intérêt ont augmenté, ce qui a des conséquences très néfastes pour tout un tas de gens, de familles, qui ne peuvent plus emprunter assez d'argent pour acheter la maison ou l'appartement qu'ils convoitaient, qui ne peuvent plus mener à bien leur projet immobilier. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce taux d'intérêt ? C'est bien sûr la somme que vous fait payer votre banque, en contrepartie de l'énorme service qu'elle vous rend, qui est de vous prêter de l'argent et donc de vous permettre de devenir propriétaire. Ce taux d'intérêt rémunère le fait que la banque vous avance de l'argent et aussi le fait qu'elle prend un risque en vous prêtant, car il est possible que certains d'entre vous n'arrivent pas à rembourser leurs emprunts. La banque centrale est en fait la banque des banques. Lorsque votre banque vous prête, elle emprunte elle-même de l'argent auprès de cette institution très particulière de l'économie, qui est donc la banque centrale. Au-dessus de ce que nous, les économistes, appelons les banques commerciales, c'est-à-dire la BNP, la Société Générale, le Crédit Agricole, il y a cette institution publique, mais non étatique, attention, la Banque centrale européenne. Son rôle ne s'arrête pas là. Elle a aussi un pouvoir absolument extraordinaire, qui est celui de fixer toute seule, comme une grande, et absolument au niveau qu'elle le souhaite, le taux d'intérêt de référence de l'économie, que l'on appelle justement le taux directeur. Toute la question pour nous, les habitants de la zone euro, c'est de savoir à quel niveau la Banque centrale européenne va donc fixer son taux d'intérêt. On l'a vu, vous le savez tous, plus les taux d'intérêt sont élevés, plus il est difficile d'emprunter. Mais aussi, plus il est difficile pour les entreprises d'investir lorsqu'une entreprise rachète un concurrent, lorsqu'elle achète de nouvelles machines, lorsqu'elle lance de grands projets de recherche et d'innovation, une entreprise va emprunter de l'argent. Et donc, plus les taux d'intérêt sont élevés, moins les entreprises peuvent emprunter, moins elles peuvent investir, moins il y a d'activité économique. Si les taux d'intérêt sont très élevés, ils peuvent à eux seuls faire basculer l'économie dans la récession. Et justement, c'est ce qui nous arrive. Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, avec le Conseil des gouverneurs, a décidé ces derniers mois d'augmenter plusieurs fois de suite le niveau des taux d'intérêt, afin justement, elle le dit elle-même, de ralentir l'économie européenne. Oui, nous avons une institution publique, payée avec nos impôts, qui se donne pour but de faire en sorte de créer le plus possible de chômage. Comment une telle folie peut-elle arriver ? Le but de Christine Lagarde, c'est de diminuer l'inflation dans la zone euro. Il y a un an, la hausse des prix atteignait 10% par an. Or, le mandat qui est donné par les traités de l'Union européenne à la Banque centrale européenne, c'est de limiter l'inflation à peu près 2% par an. 10%, c'était trop, c'était beaucoup trop. Il fallait agir vite, frapper fort. Supposons maintenant que vous soyez Christine Lagarde. Ces taux d'inflation vous ôtent le sommeil. Votre boulot, c'est de garantir la stabilité des prix, c'est l'expression des traités, et voilà que les prix s'envolent, au secours. D'autant que vous avez un gros problème. Dans l'économie européenne, les prix sont libres, absolument libres. Partout dans les 20 pays membres de la zone euro, chaque vendeur, chaque entreprise fixe son prix absolument au niveau où il ou elle le souhaite. À Paris, par exemple, on a vu que des hôteliers ont tranquillement décidé de faire passer le prix d'une nuit dans leur chambre d'hôtel de 100 € actuellement à 1 000 € pour la période des Jeux Olympiques. Et donc, comment faire ? Comment limiter la hausse des prix alors que les entreprises sont libres de les fixer là où elles le veulent ? C'est impossible, directement. Mais vous pouvez néanmoins agir indirectement en diminuant le pouvoir d'achat des consommateurs. Moins il y a d'acheteurs, plus il est difficile pour les entreprises de vendre, et plus les entreprises auront du mal à exiger des prix élevés. La Banque centrale européenne dispose d'un moyen très puissant pour faire chuter le niveau de vie de la population. C'est donc d'accroître fortement son taux d'intérêt. En un peu plus d'un an, la BCE a procédé à 10 hausses de taux d'intérêt consécutives, du jamais vu depuis qu'elle existe. L'un de ces taux d'intérêt de référence s'appelle le taux de refinancement. C'est celui auquel votre banque emprunte auprès de la BCE. Ce taux de refinancement, la BCE l'avait fortement baissé par le passé.
Il était tombé à 0%, et oui, 0%, de 2016 à 2022. Mais il est aujourd'hui de 4% par an. Avec ce taux énorme, la BCE a pour but de diminuer les achats de machines par les entreprises, de réduire la construction de logements. Bref, elle souhaite créer du chômage afin de diminuer la demande et donc l'inflation. T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Christine Lagarde le disait elle-même en juin dernier, je la cite, « Le Conseil des gouverneurs a clairement précisé que ces décisions futures feront en sorte que les taux directeurs de la BCE soient fixés à des niveaux suffisamment restrictifs pour assurer un retour au plus tôt de l'inflation au niveau de son objectif de 2% à moyen terme et qu'il soit maintenu à ces niveaux aussi longtemps que nécessaire. » On n'a pas fini d'avoir mal, les amis. Vas-y mon loup, fais-moi mal. Alors, un tout petit point de théorie économique. Ce qui se passe actuellement est un exemple de ce que les économistes appellent le dilemme inflation-chômage. Dans le cas présent, les taux d'intérêt sont trop élevés en Europe. Cela va accroître le chômage, bien sûr, mais ça va aussi, effectivement, permettre de réduire l'inflation. Supposons qu'à l'inverse, aujourd'hui, la Banque centrale européenne diminue très fortement ses taux d'intérêt, qu'elle les ramène au niveau de 0%. Cela favoriserait l'activité. Cela ferait diminuer le chômage. Mais évidemment, à l'inverse, cela alimenterait l'inflation. Donc, comme vous le voyez, on a un petit souci. Idéalement, on aimerait avoir zéro inflation, zéro chômage. C'est pas possible. Il faut choisir entre ces deux objectifs. C'est le fameux, donc, dilemme inflation-chômage. Et ce qui est dingue, c'est que la façon de résoudre ce dilemme est exclue de toute délibération publique, de tout débat politique, puisqu'il est résolu par la Banque centrale européenne toute seule, dans le secret de ses délibérations, dans sa tour de Francfort. En 1992, les plus anciens s'en souviennent, cette indépendance totale de la Banque centrale européenne à l'égard des dirigeants européens, à l'égard du Parlement européen, était l'une des principales raisons de l'opposition de certaines personnes, comme à droite Philippe Séguin ou à gauche Jean-Pierre Chevènement, au traité de Maastricht. Ce traité de Maastricht, en 1992 donc, a créé l'Union européenne. Il prévoyait la création future de l'euro qui interviendra 10 ans plus tard, et donc il prévoyait aussi la création de cette nouvelle institution, cette Banque centrale européenne, indépendante des pouvoirs politiques, non seulement nationaux, mais aussi européens. Oui, il y a de l'inflation. Nous connaissons ces causes. C'est la hausse du prix de l'énergie, des matières premières, du blé, qui ont découlé de l'invasion russe en Ukraine. Rappelez-vous, on l'a vu lors de notre première émission, cette inflation est aussi due au comportement des entreprises qui, en France, en Europe, ont profité de la situation pour fortement accroître leur prix de vente. Leurs marges ont explosé ces derniers mois, notamment dans l'industrie agroalimentaire. Autrement dit, les salariés ne sont pour rien, pour absolument rien, dans la hausse récente des prix. Mais pourtant, ils sont déjà, et ils vont être dans les mois qui viennent, les premières victimes des hausses de taux d'intérêt décidées par Christine Lagarde, ainsi que par les autres dirigeants des autres banques centrales des pays riches. Mais pourquoi font-ils cela? Pourquoi nous font-ils autant de mal? Parce qu'ils sont obsédés par ce que l'on appelle la boucle prix-salaire, ou encore la spirale prix-salaire, ou même la spirale inflationniste. Je vous propose d'entrer dans la tête de Christine Lagarde. Que voit-on à l'intérieur? Des salariés qui constatent que leurs courses au supermarché leur coûtent de plus en plus cher. Ok, jusque-là, ça va. Des salariés qui demandent des hausses de salaire. Ah, c'est déjà nettement moins vrai. Il y a plein de gens qui ne demandent pas de meilleurs salaires, car ils savent qu'ils n'auront pas d'augmentation. Enfin, toujours dans la tête de Christine, ces salariés qui demandent des hausses de salaire les obtiennent, ce qui augmente les coûts de production des entreprises. Et donc, les entreprises sont forcées d'accroître leur prix de vente pour répercuter cette hausse du coût de production due aux hausses de salaire. Nous y sommes. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Sous nos yeux, mesdames et messieurs, la méchante, l'horrible, la catastrophique spirale prix-salaire dont nous ne sortirons jamais vivants. Sauf qu'il y a un petit problème. C'est que partout en Europe, s'il y a effectivement des hausses de salaire, ces hausses sont très inférieures à la hausse des prix. Autrement dit, la boucle prix-salaire contre laquelle Christine Lagarde lutte de toutes ses forces n'existe pas. Le problème n'est pas que les salaires augmentent trop. Le problème, c'est qu'ils n'augmentent pas assez. Nous vivons la plus forte chute du niveau de vie de notre pays depuis la Seconde Guerre mondiale.
Et là où ça devient complètement dingue, c'est que ce sont même les camarades économistes du Fonds monétaire international, du FMI, qui nous le disent. Ils ont produit il y a quelques mois une énorme étude dans laquelle ils nous montrent deux choses. Tout d'abord, donc, il n'y a pas de boucle prix-salaire actuellement en Europe. Mais encore plus fort, ces économistes donc de Washington, du Fonds monétaire international, nous disent que la boucle prix-salaire n'a jamais existé. Et pourtant, on raconte souvent, c'est ce que je fais moi-même dans mes cours, que lors du choc pétrolier de 1973, il y aurait eu une boucle prix-salaire. Imaginons que nous sommes en 1973. La télé est en noir et blanc. Il n'y a que 3 chaînes. Georges Pompidou est président de la République. À cette époque, le monde du travail est beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. L'Union soviétique existe. Elle est un espoir pour beaucoup de gens et surtout, elle représente une menace pour les dirigeants, les patrons, qui sont soucieux d'acheter la paix sociale. Le Parti communiste est le deuxième parti du pays. Aux élections législatives de 1973, il reçoit 21% des suffrages. La CGT, dans les années 70, est très puissante. Dans ce contexte, en France, mais aussi dans la plupart des pays développés, dans ce contexte des années 70, les salariés obtiennent de fortes hausses de salaire. Mais à l'époque, l'inflation était énorme. Elle atteint 14% en France en 1974. Et donc, ce que nous montrent les économistes du FMI, c'est que lors d'un choc inflationniste, même lorsque les entreprises concèdent des hausses de salaire, celles-ci sont toujours inférieures à la hausse de l'inflation. Ce qui est dingue, c'est que Christine Lagarde fait une erreur de raisonnement économique très basique. Je vous explique. Comme consommateurs, nous subissons tous les hausses de prix. Donc évidemment, nous achetons moins de viande, de vêtements, de tout. La situation est même terrible, puisque selon les dernières enquêtes, dans notre pays actuellement, 1 personne sur 3 se prive sur l'alimentation. Alors attention, je vous propose un raisonnement économique niveau collège. Vous me suivez tous ? Si nous achetons moins, les entreprises vendent moins, on est d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'elles font ? Elles arrêtent d'augmenter leurs prix. Et même, elles finissent par les baisser. Ce que je veux dire, c'est que l'inflation est à elle-même son propre remède. Si les prix augmentent beaucoup, comme aujourd'hui, il crée une récession qui refait baisser les prix. C'était pas la peine de nous mettre la tête dans le seau, Christine, car la présidente de la Banque centrale n'est vraiment pas prête de lâcher l'affaire. Alors que de plus en plus de voix s'élèvent contre sa folle politique de très haut taux d'intérêt, elle ne cesse de répéter qu'elle va les maintenir à leur niveau actuel, je la cite, aussi longtemps que nécessaire. Or, sa politique n'a que des inconvénients. Elle freine l'économie européenne au point de la faire basculer dans la récession. Elle accroît le chômage, la pauvreté. Elle fait aussi exploser les dettes publiques qui augmentent très vite avec la hausse des taux d'intérêt. Et ce qu'il y a de dingue, c'est qu'il n'y a pas vraiment de théorie économique expliquant pourquoi l'inflation serait une mauvaise chose. Alors pourquoi est-ce que Christine Lagarde mène-t-elle une politique aussi catastrophique ? Pourquoi sont-ils corrompus ? Putain ! Éducation de merde ! Aucun honneur ! Aucune dignité, rien ! Je vous propose 4 explications. La première, comme me l'a appris Bernard Maris, c'est parce que les êtres humains, vous, moi ou Christine Lagarde, nous sommes avant tout guidés par nos croyances. Christine croit que l'inflation est le mal absolu et qu'elle doit le combattre à tout prix. Deuxième explication, c'est qu'elle a dans ses mains un outil, la hausse des taux d'intérêt. Cet outil est là, elle peut l'utiliser totalement librement, alors elle s'en sert. C'est aussi simple que ça. Troisième explication, c'est que Christine Lagarde n'est elle-même pas du tout pénalisée par sa propre politique. Elle ne risque pas de se retrouver au chômage. Bien au contraire, en se comportant comme elle le fait, elle acquiert une réputation de dure qui lui vaut les louanges de la communauté financière internationale. Dernière explication, c'est la préservation des intérêts les plus puissants. Les banques, les assurances, les fonds de pension détestent l'inflation. Par contre, ils se fichent pas mal du niveau de chômage. Lutter contre l'inflation, c'est préserver la stabilité des bourses mondiales, de la finance mondiale. Et tant pis si la pauvreté augmente. Tant pis, on n'est pas nés sous la même étoile. Avant de conclure, juste un petit rappel. Vous avez peut-être entendu parler de la célèbre hyperinflation allemande des années 30. Il y a un petit souci. Cette hyperinflation allemande des années 30 n'a jamais existé. Les années 30, ce sont des années de crise, consécutives au krach boursier de Wall Street en 1929. Durant ces années, la production a chuté, mais aussi les prix et les salaires qui se sont même effondrés. La crise des années 30 est une crise de chute des prix, ce qu'on appelle la déflation. Mais alors, d'où viennent ces images d'Allemands poussant leurs brouettes remplies de Deutschmark que nous avons vues à l'école ? Elles ont eu lieu, mais quelques années plus tôt,
au début des années 20 et plus précisément en 1923. Cette année-là, l'Allemagne a connu une inflation complètement dingue, conséquence d'abord de la Première Guerre mondiale, cette hyperinflation qui a laissé des traces dans la mémoire collective allemande. À cette époque, l'inflation atteint des dizaines de pourcents par jour. Au restaurant, le prix des plats augmente pendant votre repas. Les billets de marque ne valent plus rien, ils sont utilisés pour tapisser les murs. À la fin de l'année 1923, avec un seul dollar, vous aviez en échange 4200 milliards de marques. Cet épisode d'hyperinflation est complètement fou, mais il est totalement unique dans toute l'histoire des pays riches. Il n'y en a absolument pas eu d'autre. Et il est dû avant tout à une guerre mondiale, rien que ça. Le prendre comme référence, comme certains le font, est une faute intellectuelle majeure. L'hyperinflation ne menace pas du tout nos pays. Par contre, la peur de l'hyperinflation est telle que ce terme s'est retrouvé très récemment en une du journal Le Monde, pour qui 10% d'inflation, donc, c'est de l'hyperinflation. Une nouvelle preuve que nous sommes trop souvent guidés par nos peurs, qui nous aveuglent, même quand on est rédacteur en chef du Monde. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette chronique Comprendre l'économie, que vous pouvez retrouver une fois par mois, le mardi. Pour ne pas rater mes chroniques, mais également les autres excellentes productions de Blast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Blast et à activer la petite cloche. Si vous avez apprécié cette vidéo, ce que j'espère de tout mon cœur, pensez à mettre un pouce bleu et pour ceux qui le peuvent, à financer Blast en faisant un don ou en vous abonnant, car ce média a absolument besoin de votre soutien, vous le savez. Pour celles et ceux que ça intéresse, vous pouvez me retrouver sur Twitch une fois par mois. On reviendra sur ma chronique et je répondrai à vos questions. L'économie, c'est simple. Bien comprendre comment ça marche vous permettra de mieux comprendre pourquoi vous souffrez, ce qui, à mon avis, est une très bonne chose. On se retrouve le mois prochain pour parler d'un autre sujet hyper rigolo, le chômage. À bientôt sur Blast.